Bonjour, dans cette séance 5, on va tout d'abord corriger le travail de la séance précédente et puis on terminera le chapitre sur le réflexe myotatique. Alors, pour rappel, on a vu que l'étirement du muscle permettait l'envoi d'un message nerveux sensoriel par un neurone sensoriel qui faisait synapse au niveau de la substance grise avec un neurone moteur qui lui-même envoyait un message à une fibre musculaire permettant la contraction. On a également vu que ce message nerveux, quand il parcourt les neurones, que ce soit le neurone sensoriel ou le neurone moteur, il est de nature électrique et qu'il est codé en fréquence. En revanche, on étudiait maintenant le passage du message nerveux d'un neurone à un autre au niveau d'une synapse, ou du neurone à la fibre musculaire au niveau de la synapse neuromusculaire. Donc, on avait vu donc que le message nerveux dans les neurones, il était de nature électrique et codé en fréquence de potentiel d'action. Et la question qu'on se pose maintenant, c'est comment le message passe d'un neurone à un autre ou d'un neurone à une fibre musculaire. On a dit que lorsque le message nerveux électrique arrive à la terminaison du neurone juste avant la synapse, du neurone présynaptique, il provoquait l'exocytose des vésicules qui libéraient leur contenu dans la fente synaptique, et ces vésicules au niveau de la synapse neuromusculaire, elles contiennent un neurotransmetteur nommé acétylcholine. Donc l'arrivée du message nerveux de nature électrique provoque l'exocytose des vésicules et la libération d'acétylcholine, comme on peut le voir ici avec l'exocytose. Libération d'acétylcholine dans la fente synaptique, et l'acétylcholine se fixe à des récepteurs de l'autre côté de la synapse, donc sur la fibre musculaire, sur la membrane de la fibre musculaire. Dans l'expérience que vous aviez à analyser, on enregistrait différentes réponses de la fibre musculaire suite à différents types de stimulation. Dans l'expérience 1, lorsqu'on stimule le neurone moteur de façon électrique, il envoie des messages nerveux qui vont provoquer au niveau de la synapse une réponse de la fibre musculaire. Cette réponse, on l'enregistre ici, donc ça c'est le moment de la stimulation du neurone moteur, et peu de temps après, on observe des variations du potentiel électrique de la fibre musculaire. On avait appelé ça des potentiels d'action musculaire. Donc ça c'est une réponse de la fibre, et on voit bien que le message a été transmis du neurone à la fibre au niveau de la synapse. Dans l'expérience 2, on dépose une goutte d'acétylcholine sur la membrane de la fibre musculaire. Et lorsqu'on dépose une goutte d'acétylcholine sur la membrane de la fibre musculaire, on observe également une réponse de la fibre musculaire sous forme de variation de son potentiel électrique. Donc on enregistre ici deux potentiels d'action musculaire. Lorsqu'on dépose en revanche dans l'expérience 3 plusieurs gouttes d'acétylcholine, on observe une fréquence de potentiel d'action musculaire plus importante, puisque dans le même temps, on en observe 4 potentiels d'action musculaire, alors qu'on n'en observait que 2 dans l'expérience 2. Donc ça nous montre qu'on retrouve notre codage en fréquence de nature électrique. Par contre, ça nous montre qu'au niveau de la synapse, le codage ne se fait pas par une fréquence, mais il se fait par une quantité d'acétylcholine, donc par une quantité de neurotransmetteurs libérés. Donc, plus le message nerveux a une fréquence de potentiel d'action élevée, plus il y aura d'acétylcholine libérée au niveau de la fente. Et ça déclenchera une réponse plus importante de la fibre et donc une contraction plus forte de la fibre. En revanche, dans l'expérience 4, lorsqu'on injecte la goutte directement dans la cellule, dans la fibre musculaire, on n'observe aucune réponse. C'est-à-dire qu'on a injecté l'acétylcholine non pas à la surface, c'est-à-dire dans la fente synaptique, mais directement dans la cellule, et là il n'y a pas de réponse. Et ça s'explique par le fait que les récepteurs de l'acétylcholine sont présents sur la surface. Donc on enregistre une réponse que lorsque les gouttes sont déposées en surface. À l'intérieur, on ne peut pas observer de réponse puisqu'il n'y a pas de récepteur à l'acétylcholine à l'intérieur des fibres musculaires. Donc ça, c'est un graphique qui nous montre la quantité de neuromédiateurs, neurotransmetteurs libérés donc par l'élément présynaptique, donc la quantité de neurotransmetteurs libérés par le neurone présynaptique, ici le neurone moteur, en fonction de la fréquence de potentiel d'action, c'est-à-dire en fonction de la fréquence de potentiel d'action dans le message nerveux électrique qui arrive à la terminaison du neurone. Et ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, plus la fréquence des potentiels d'action est grande, plus il y a de neurotransmetteurs libérés au niveau de la synapse. Donc là où on a un codage en fréquence de potentiel d'action pour le message nerveux, on a un codage en quantité de neurotransmetteurs libérés au niveau de la synapse. C'est ce qu'on retrouve donc ici. Donc pour récapituler, ce qui se passe au niveau de la jonction neuromusculaire, donc de la synapse neuromusculaire ici, entre le neurone moteur et la fibre musculaire, c'est que au repos, on a le neurone moteur qui n'est pas stimulé,
Il contient des vésicules d'acétylcholine et une fibre musculaire qui n'est pas contractée, donc qui est en repos, et qui possède à sa surface des récepteurs de l'acétylcholine. Lorsque le neurone est stimulé, donc il y a un train de potentiel d'action codé en fréquence de potentiel d'action qui arrive à la terminaison du neurone, ça provoque l'exocytose des vésicules et donc la libération d'acétylcholine dans la fente synaptique. Et cette acétylcholine vient se fixer sur des récepteurs qui lui sont spécifiques. Et la fixation de ces neurotransmetteurs sur leurs récepteurs spécifiques entraîne une réponse de la fibre musculaire sous forme de potentiel d'action musculaire. Et ces potentiels d'action musculaire, c'est ceux qu'on avait vus ici. Ces potentiels d'action musculaire, c'est eux qui vont déclencher la contraction de la fibre musculaire. Lorsque la fréquence des potentiels d'action est importante, la quantité de neurotransmetteurs libérés est importante. Ça veut dire que si le message nerveux qui arrive ici a une fréquence de potentiel d'action plus grande, il y aura plus d'acétylcholine libérée. Et ça va entraîner une réponse plus forte de la fibre et donc une contraction musculaire plus importante. Voilà pour le bilan de ce chapitre sur le réflexe myotatique. Pour conclure ce bilan, je vous propose de regarder une vidéo que j'ai récupérée sur le site Canopé et dont voici le lien ici. Le maintien de la posture, de la position debout par exemple, nécessite en permanence des contractions musculaires coordonnées. Pour la plupart, ces contractions sont involontaires et font intervenir un mécanisme appelé réflexe myotatique. Le réflexe myotatique est une contraction réflexe d'un muscle, autrement dit automatique, déclenchée par son propre étirement. C'est ce type de réflexe qui est déclenché par le médecin lorsqu'il frappe un coup sec sur un tendon musculaire, étirant ainsi le muscle qui, en réponse, se contracte brutalement. Cet acte réflexe fait intervenir les fuseaux neuromusculaires qui sont des récepteurs sensibles à l'étirement et qui génèrent plus ou moins de messages nerveux selon l'état du muscle. Que se passe-t-il lors d'un choc sur le tendon d'Achille, par exemple ? Le mollet est étiré et les fuseaux neuromusculaires qui y sont présents génèrent un message. Ce message nerveux est véhiculé par un neurone sensoriel constituant l'une des fibres d'un nerf rachidien. Le message nerveux est de nature électrique. Il correspond à des variations de la polarité membranaire du neurone qui le véhicule, générées par des échanges d'ions. Il est constitué de signaux nommés potentiels d'action. C'est la fréquence des potentiels d'action qui code le message. Le message nerveux parvient ensuite à la moelle épinière. Pour y arriver, il emprunte la racine dorsale du nerf rachidien. Là, il est traité dans la substance grise, de manière à générer ou non une réponse. L'arrivée du message nerveux sensitif entraîne la formation de signaux électriques dans un neurone moteur ou motoneurone. Ces signaux seront véhiculés par l'axone du motoneurone ou fibre nerveuse motrice, en empruntant cette fois la racine ventrale du nerf rachidien. Le message nerveux moteur transite ensuite tout le long de cette fibre nerveuse jusqu'au mollet. Le message nerveux moteur parvient alors à l'extrémité de la fibre nerveuse, c'est-à-dire à la jonction entre le nerf et le muscle, encore appelée synapse neuromusculaire. Il déclenche la libération d'un neurotransmetteur, l'acétylcholine. Cette molécule se fixe sur des récepteurs présents au niveau des fibres musculaires qui se contractent alors. On dit qu'elles sont les effecteurs du mouvement réflexe. Alors maintenant que nous avons vu cette vidéo bilan du chapitre, on va passer à un dernier exercice pour conclure ce chapitre 1 sur le réflexe myotatique. Alors ici on vous présente une information qui dit que les Indiens d'Amazonie utilisent du curare et que en lançant des fléchettes qui contiennent du curare, ils peuvent paralyser leur proie. Alors le curare, il l'extrait à partir d'une plante et ici on vous représente deux molécules, la molécule d'acétylcholine qui est donc le neurotransmetteur qu'on a vu qui est libéré par les neurones moteurs et qui permet la contraction de la fibre musculaire, et on compare cette acétylcholine à la molécule de curare. Donc les Indiens paralysent leur proie à l'aide de flèches qui contiennent du curare qui est extrait d'une plante.
Pour l'humain, le curare est un poison qui provoque la mort en paralysant les muscles respiratoires. Donc, les muscles ne peuvent plus se contracter, la respiration ne peut plus se faire et l'organisme meurt lorsqu'il reçoit du curare. Au XIXe siècle, Claude Bernard étudie le mode d'action du curare et propose que le curare empêche le contact entre les nerfs et les muscles. Donc ça, c'est l'expérience que vous allez devoir analyser. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On a un muscle qui est isolé et qui est relié à un système qui permet de mesurer son état de contraction. Donc on mesure l'état de contraction du muscle en ordonnée ici. On fait un témoin, on injecte au temps zéro une dose d'acétylcholine. Donc lorsqu'on injecte au temps zéro une dose d'acétylcholine, on observe la réponse qui est la courbe 1. Donc on observe cette courbe-là qui nous montre que le muscle se contracte. Et ce qu'on fait ensuite, c'est qu'on répète cette expérience en ajoutant à la même dose d'acétylcholine des concentrations croissantes de curare. Et ça, c'est les courbes 2 et 4. 2 à 4. Donc la courbe 2, 3 et 4. Entre la courbe 2, 3 et 4, qu'est-ce qui change? Dans tous les cas, on met de l'acétylcholine, la même dose que pour la courbe noire, la courbe 1, sauf que entre la courbe verte, orange et bleue, on injecte des concentrations croissantes de curare et on observe la réponse du muscle, c'est-à-dire la réponse en contraction du muscle. Ce que vous devez faire donc, c'est analyser cette expérience pour proposer une hypothèse sur le mode d'action du curare. Donc j'attends que vous utilisiez bien une bonne méthode pour analyser l'expérience. Vous comparez les protocoles expérimentaux et les résultats observés pour en déduire l'effet du curare sur les muscles. Comme d'habitude, vous n'y passez pas plus d'1 heure. Vous m'envoyez votre réponse et on fera la correction dans la prochaine vidéo. Bon courage!